Bonjour, bienvenue dans Haut la Toua, le magazine de la culture surf. Au sommaire de ce numéro de juin, la vague olympique déferle déjà à 2 ans des Jeux d'Hossegor, à Tahiti. Les meilleurs surfeurs de la planète, professionnels, sont évidemment photographiés sur tous les angles. Désormais, c'est également possible pour les amateurs grâce à une plateforme, Shots. Cet été, tous les clubs de la région seront pris d'assaut par les vacanciers ou les habitués du surf. Désormais, il est possible de réserver en ligne grâce à un jeune Girondin d'adoption, Louis de Messine. Mais pour commencer ce magazine, comme à chaque fois, toutes les images de la planète surf. Enfin, le retour à l'eau pour Justine Dupont. Mi-mai, la surfeuse de Gros prend sa première vague depuis sa blessure à la cheville cet hiver. Elle ne se lève pas encore, la houle est très loin de ses standards habituels. Mais le bonheur est là, simple et si précieux, après 3 mois de repos forcé. Johan Duru, lui, est en pleine forme. Le Landais n'est pas parvenu à se qualifier pour le tour principal du Challenger Series, l'antichambre de l'élite. Alors il se console de la plus belle des manières, en attendant de relever d'autres défis cet été. La magie absolue de la nature, des océans, vue de dessous, le monde du silence, est peut-être encore plus beau. Il n'y a pas d'âge et il n'y en aura jamais pour commencer à surfer. La preuve. Philippe de Marsan, bonjour. Vous êtes le fondateur de cette plateforme Shots. Comment vous est venue l'idée tout simplement de créer cette plateforme? Cette idée, ça part depuis une vingtaine d'années parce que moi, j'étais un des acteurs de la révolution digitale en Amérique latine en amenant le premier boîtier dans le monde du surf photographie d'Amérique latine. On s'est rendu compte quand même que 80% des surfeurs rêvent toujours d'avoir des photos, ils n'en ont pas. Et 80% des photos que l'on prend, on les jette. Et durant le confinement, et comme on était bien enfermés, donc on a eu le temps de penser un peu, j'ai eu le temps de penser. Et un soir, on voit une photo. Je regarde les propriétés, je vois la métadata et je me dis, mais Philippe, incroyable, ça fait 20 ans que tu l'as devant le nez. Et voilà, et c'était le moyen de connecter le surfeur avec le photographe. Pourquoi? Parce qu'avec la géolocalisation, plus la métadonnée, c'est-à-dire où on classe les photos par rapport à leur prise de vue, la date de prise de vue, il suffit aux sportifs et aux surfeurs de se rappeler quand il a surfé, à quelle heure. Et toutes les photos et les vidéos apparaissent. Elle a été lancée il y a quelques semaines, cette plateforme. Elle commence à s'étendre grandement dans beaucoup de pays. Les premiers retours sont très positifs. Mais les premiers retours sont positifs. On a commencé en Amérique centrale, surtout au Panama, qui a servi de laboratoire. Ça a bien pris, les photographes sont contents. Donc maintenant, on se lance sur le marché européen parce que notre plateforme est globale. On peut l'utiliser dans 170 pays, c'est-à-dire vous pouvez aller n'importe où dans le monde. Donc tout le monde est heureux, je l'appelle aussi un peu la plateforme du bonheur parce que le sportif, le surfeur est heureux et le photographe aussi parce qu'il vend ses photos, il est payé sur le moment et donc comme c'est le monde actuel, le clic est tout sur le moment, donc on s'est adapté au monde actuel tout en gardant les valeurs du surf et du sport. On va regarder concrètement comment ça marche, cette plateforme du bonheur, avec ce reportage réalisé il y a quelques jours à la Cano. On se retrouve dans quelques instants, Philippe. Jérôme Eliès, surfeur et photographe amateur. Sa passion, prendre des clichés au plus près des acteurs de la glisse.
Lorsque je rentre dans l'eau, il est vrai que les surfeurs aiment bien se rapprocher du photographe aquatique parce que ça leur permet d'avoir des photos très sympas, des souvenirs. Certains aussi, ça leur permet de voir comment ils progressent, leur position. Ça a aussi un rôle éducatif et pédagogique en fait. Dans l'eau ou sur le sable, les photographes sont à l'affût. Il suffit de s'inscrire sur la plateforme en ligne Shots pour vendre ou acheter les clichés. L'initiative aujourd'hui? Non, on était là hier déjà, puis aussi dans tout le Pays Basque depuis mi-avril. C'est bien qu'il y ait une démarche progressiste et c'est bien de créer du collectif, du lien et du collectif entre photographes. Et s'ils arrivent à en vivre, tant mieux pour eux, quoi. Oui, ça me plaît. En plus, ils sont assez bien positionnés dans l'eau, ils ont l'air de connaître et je pense que les photos sont jolies. Oui. Et je pense qu'il y en a 2-3 que je vais prendre. La plateforme est toute récente. Tarif de la photo 14 €, dont 10 € pour le photographe. La mise en ligne des photos et la consultation est tout à fait gratuite. Il n'y a aucun coût, il n'y a pas d'inscription, pas d'abonnement, rien. Par contre, bien sûr, pour acheter les photos, il faut bien rémunérer le photographe qui, lui, reçoit en moins de 5 minutes ses gains sur son compte PayPal. Le surf, mais aussi toutes les disciplines sportives seront bientôt représentées sur l'application. L'aventure ne fait que commencer. Une bonne photo de surf, c'est quoi? Ah, une bonne photo de surf, déjà c'est subjectif parce que l'art est subjectif. Après, bon, il y a l'action, il y a la composition, c'est un tout, mais la bonne photo, c'est le client qui vous le dit. S'il sourit ou pas, ou s'il achète ou pas. Alors le surf, Philippe, ce sont aussi ces folles années 70, la grande plage, ça allait passer des choses à l'époque. Qu'est-ce que vous en retenez en fait? À cette époque, on avait une image qui n'était pas très bonne, puisque les surfeurs l'ont considéré comme des bons à rien, qui restaient toutes les journées à râper leurs shorts sur des rochers, à attendre des hypothétiques vagues. Donc, mais non, je retiens, c'est que du bonheur, parce qu'il y avait une vie de groupe qui était incroyable. On s'appuyait, c'était la découverte, on découvrait tout. Et c'est vrai qu'on était un peu fous, un peu beaucoup fous. Mais ça fait partie de la jeunesse. On vivait surf, on buvait surf, on n'avait que ça dans la tête. Mais surtout, ce qu'on préférait, c'était foutre le bordel partout où on passait. C'était surtout l'esprit de bande et vivre cette passion, vivre ce bonheur d'être tous ensemble, de surfer, de découvrir ce plaisir tous ensemble et surtout de voyager aussi. Et après, mais la folie des années 80, oui, c'était la liberté un peu. Et voilà, donc il y en a qui ont laissé quelques plumes. Donc voilà, ce sont des super souvenirs et je crois qu'il n'y en a aucun qui regrette ce qu'on a vécu. Ça revient, cet esprit communauté, dans le surf aujourd'hui, alors dans l'eau, mais aussi en dehors de l'eau, cet esprit de fraternité, de proximité, etc. Je crois que c'est en train de revenir. Le surf, ça se partage quand vous sortez de l'eau. C'est bien, c'est super cool de parler avec les autres surfeurs et de dire « Ah, je t'ai vu une vague ». Ce sont des moments de partage. Et donc j'ai l'impression que ça revient. Et surtout aussi, avec la forte présence maintenant des filles dans le surf, et ça c'est superbe. Elles ont une approche plus esthétique que compétitive, que d'essayer de faire des manœuvres radicales, mais surtout de l'esthétisme. Donc c'est super agréable à prendre en photo aussi. Et ça, je crois que ça va apporter beaucoup au surf. Merci beaucoup Philippe de nous avoir fait partager vos deux passions, la photo, le surf et même la vie en général. Merci, bonne continuation avec cette plateforme Shots. À très bientôt, merci. Merci beaucoup à vous. D'Andaille à l'île d'Oléron, la même passion, la même envie de s'initier, quel que soit son âge. Les mamies du surf, c'est un reportage d'Olivier Rioux. On nous demande toujours à partir de quel âge, mais on ne nous demande jamais jusqu'à quel âge. Et du coup, là, avoir deux personnes de 73 et 90 ans, c'est assez émouvant. Moi, je trouvais ça elles ont eu des sensations. C'était, j'espère, à refaire en tout cas. Pourtant, elles sont arrivées en fauteuil. Thérèse, Odile et Annick n'étaient au courant de rien. C'est en arrivant sur la plage qu'elles ont tout compris. Ça nous met un petit défi en plus, une petite difficulté en plus.
Mais ça va le faire. Hein. On va s'amuser, hein, on va glisser, on n'est pas là pour qu'il y ait, on va pas devenir champion du monde aujourd'hui. Hein. Ça va Nick? Oui, Pas trop stressé? Pendant 15 semaines, j'ai travaillé la souplesse, leur force musculaire, pour leur permettre d'être le plus à l'aise possible sur cette activité. Comme ça, là, il faut fléchir un peu les jambes pour éviter bien le faire dans la direction où on va. Et on essaie de baisser, voilà, de fléchir au maximum. Pas trop d'appréhension? Non. Non? Non. Arrivera qui pourra. Si je tombe dans l'eau, eh ben ma foi. Hein. Même pas peur. Thérèse et Annick montent pour la première fois de leur vie donc sur une planche de surf. Une expérience inoubliable. C'est un peu impressionnant. C'est impressionnant quand même. Oui, mais en confiance parce qu'ils sont là. Ouais. C'est ça. Sinon, je ne le ferai jamais. En tout cas, vous regrettez pas cette expérience? Ah non. Ah non. Je suis contente. Très contente. Vous avez ressenti que... Ah bah oui, l'eau m'a entraîné. Non, c'est bien. Je crois que je me suis pas trop mal débrouillée. Bon. Et on regarde devant. Odile, elle, c'est un peu dégonflé. Pas grave. Finalement, maintenant, on sait à quel âge on peut commencer le surf. 90 ans. Les clubs se préparent au Grand Rush estival. Pour réserver un cours, désormais, une appli. Par exemple, il s'agit de Surf Now, rencontre avec son créateur, le champion 2019 de Guadeloupe de longboard, Louis de Messine. Par exemple, quand je clique sur un élève, okay, je clique sur, hop, l'appli, elle crache de temps en temps. Elle peut le créer via Surf Now. Ah donc elle n'est pas obligée d'aller sur Non. Exactement. On sait que l'application référence de bonnes écoles de surf, paiement sécurisé, vous avez le cours, un rappel par mail. Le but du jeu, c'est d'avoir accès à un cours de surf en quelques clics et au fun quoi. Je pars au Mentawai au mois de décembre. On a réservé un boat trip, le King Millennium. Salut. Du coup, ça se passe bien. Ça va et toi? On a voulu supprimer, on a voulu décaler. Nous, c'est pour le gain de temps, c'est pour les réservations, surtout cours école, essentiellement pour le moment. Je fais que du surf. Le milieu, il est tellement complexe. On dépend des marées, de l'océan, de la météo. Donc, ça pouvait être que créé par une école de surf, pour les écoles de surf. Louis, d'où vient cette passion pour le surf en général d'abord? Alors en général, j'ai commencé à surfer, je crois que j'avais 4 ans. Je venais là en vacances avec mes parents. Puis au fil et à mesure des années, ça m'a pris et puis j'ai jamais lâché le surf quoi. C'est un mode de vie, c'est ma passion tout simplement. Vous avez été champion de Guadeloupe de longboard. C'est ça. Vous avez commencé un peu ici, pas très loin, Carcan, mais aussi beaucoup en Méditerranée. Exactement. Autour de La Ciotat, de Cassis. Le surf là-bas, en Méditerranée, forcément complètement différent d'ici. Oui. Il y a de moins, alors c'est pas des bonnes conditions, mais il y a moins souvent des bonnes conditions. Alors effectivement, c'est plus entre septembre et on va dire jusqu'à avril-mai. Il se peut qu'au mois de juin, avec un petit coup de Mistral, ça marche. Voilà, c'est vraiment c'est très éphémère. On arrive quand même à surfer tout l'hiver, au moins 1 à 2 fois par semaine. Après, il faut aimer faire des kilomètres. Hein. Ça va de soi. En tout cas, pour débuter, c'est parfait. Il n'y a pas de marée, il y a très peu de courant. C'est juste idyllique pour des cours de surf. Qu'est-ce que vous aimez en fait, au-delà de tout dans le surf en fait? C'est simple, hein, c'est de prendre sa vague, sensation de liberté. Je vais surfer, je prends ma planche. Bon ben voilà, je sais que je vais passer un bon moment. Tout s'arrête. En fait, c'est tellement dur comme sport et ingrat, éphémère par rapport aux conditions. Ça dépend pas forcément de soi, ça dépend aussi de la vague. La vague n'est jamais la même, pas sur des spots idylliques dans le monde. Mais voilà, ce qui est aimé, c'est vivre au moment présent, d'être obligé de penser qu'à ça. Et on a l'impression que le temps s'arrête, quoi, tout simplement. Ok, merci beaucoup Louis d'avoir accepté de nous parler de tout ceci avec nous aujourd'hui. Et puis bonne chance pour l'été et puis bonne chance pour votre appli Surf Now cet été, très bientôt. Merci. Au revoir.
À 2 ans des Jeux de Paris, la vague déferle déjà. La Fédération française de surf est la première à avoir accueilli le drapeau olympique à Hossegor. En attendant la flamme, les drapeaux olympiques sont de passage en terre landaise, portés notamment par un local de l'étape, le champion de surf Johan Duru. L'objectif pour le comité d'organisation de Paris 2024, fédérer dès à présent autour de l'événement sur l'ensemble du territoire français. À Bordeaux, il y aura du foot, à Lille, il y aura du hand, à Marseille, il y aura aussi de la voile, et qu'il y a aussi ce qu'on appelle les CPJ, les centres de préparation des Jeux, où il y a des équipes qui peuvent venir s'entraîner. Je le répète, on a aussi terre de jeu. Il y a plein de moyens de s'associer aux Jeux. C'est pas juste un événement, c'est pas juste un moment de compétition. Le passage des drapeaux olympiques a aussi été l'occasion d'officialiser le jumelage d'Hossegor et de la commune tahitienne où se trouve la mythique vague de Taupo, choisie pour accueillir la compétition de surf en 2024. Un moyen de faire un peu oublier la déception des acteurs du surf dans les Landes. Il fallait pas réconcilier parce que personne n'est fâché, mais il fallait associer de telle façon que le surf fédéral, les villes de surf, Hossegor est une ville de surf, soient associées à l'événement et trouvent leur place dans le cadre de ce qui sera une belle fête du surf. Les valeurs de l'olympisme ont semble-t-il convaincu les Landais de prendre part à la fête sans rancune. Bonjour Jérémy, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors vous avez participé l'été dernier au premier JO du surf, en tout cas la première fois du surf au JO. Ça change quelque chose pour le surf, vous pensez ? Ça change, oui, énormément, parce que moi qui suis dans le milieu du surf, compétiteur depuis tout petit, c'est vrai qu'il y a certains pays comme l'Australie, les États-Unis, le Brésil, où le surf est un sport clairement national, alors que c'est vrai qu'un pays comme en France, le surf c'est un petit sport, on n'en entend pas beaucoup parler, et le fait que le surf soit aux Jeux Olympiques, d'un coup on prend un peu plus d'importance aux yeux du sport français. Je pense que c'est une belle reconnaissance de pouvoir participer aux Jeux Olympiques parce que c'est clairement le plus grand événement sportif au monde. Ça change quelque chose en termes de pression ou d'engouement quand on sait qu'il y a le pays, il y a une attente. Je crois que vous avez été surpris l'été dernier par l'engouement qu'il y avait autour de vous à Chiba, enfin à Tokyo. Oui, c'est vrai qu'il y avait une certaine ambiance qui était très différente. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui connaissent pas grand-chose au surf, qui d'un coup étaient à fond derrière les surfeurs français. C'était beau, malgré que j'ai une contre-performance, mais c'était une belle expérience parce que de se sentir soutenu de tout un pays, c'est quand même quelque chose qui fait chaud au cœur. Alors Taupo, c'est dans 2 ans, Tahiti, les Jeux de Paris. Ouais. Vous êtes retraité du circuit international, tout jeune retraité. C'est la question, vous la devinez, hein. Ça vous titille ou pas du tout? Ah oui, ça me titille clairement. C'est clair que s'il y a un spot, ça aurait été n'importe quel endroit dans le monde, j'aurais dit que c'est la fin, c'est clairement, je tire un trait dessus, mais c'est vrai que ce spot-là de Taupo, je sens que je suis encore capable de faire quelque chose, donc après, bon, faut pas rêver, hein, il faut faire partie d'un classement mondial, enfin, on n'en sait rien. Je vais attendre le système de qualification, voir s'il y a peut-être, si j'ai 1% de chance de pouvoir y participer, je vais y aller à fond. Mais bon, j'en fais pas une fixette non plus. Je veux soutenir les équipes de France, peu importe, que ce soit en tant que surfeur ou que ce soit en tant que, voilà, que d'être dans le corner en tant que sorte de coach ou comme ça, consultant ou juste fan, c'est vrai que c'est une fierté parce qu'après toutes ces années à surfer pour la France, j'ai envie de mettre toutes les chances aux côtés des prochains surfeurs français pour qu'ils aillent décrocher des médailles d'or. Merci beaucoup Jérémy d'avoir été de notre aujourd'hui, à très bientôt, merci. Au revoir. L'autre grand nom du surf tricolore, Michel Bourrez, lui, n'a pas raccroché, notamment parce que le Tahitien s'accroche à son rêve de disputer les Jeux sur sa vague, chez lui, à Taupo. Eric Sintas l'a rencontré. Michel Bourrez est rarement sur les spots landais en avril, déjà en compétition quelque part dans le monde. Mais il a beaucoup d'amis dans cette région qui, cas de blessure majeure, lui offrent l'outil adéquat pour rebondir. Ça a été mon choix de venir ici. Le CES est connu mondialement, c'est le meilleur centre de rééducation en Europe. Personnellement, je ne me suis pas trop remis en question parce que c'est arrivé dans mon sport. Ce sont des blessures qui arrivent, mais c'était juste le timing qui n'était pas bon pour moi. Tu mets de la fréquence dans ton mouvement. Allez, à toi. Dans l'eau,
Depuis le 7 avril, il bosse au quotidien avec Thibaut, un des kinés de la Fédération française de surf, pour solidifier ce ligament du genou droit qui a lâché. Tu peux faire plus, tu peux. Encore Michel, encore, bien droit, encore, ok. Récupère. J'avais beaucoup parlé avec mon chirurgien ici basé à Lyon, savoir c'était quoi la meilleure solution pour moi, si je voulais participer au JO. Et ici au CERS, on a recours à des machines sophistiquées comme l'Alter-G qui soulève le patient et allège son poids, créant une apesanteur. Essaye juste de voir. On vient faire un travail d'appui pour justement valider, voir si son genou est capable d'encaisser un petit peu des actions répétées, des chocs, comme il peut avoir tout simplement sur des manœuvres, sur des airs. Quand il va devoir retomber, il y aura un impact au sol qui va se créer. 4. Parfaitement à l'écoute de son corps, Michel serre les dents, il enchaîne les exercices, il récupère, il est clair aussi dans sa tête, car il a un objectif, Tiopo, la vague des Jeux. Je pense à ça tout le temps, hein. C'est pourquoi je suis venu ici cette année, c'est pourquoi je me suis fait opérer cette année. Si les JO n'étaient pas à Tahiti, j'aurais déjà arrêté. C'est juste parce que c'est chez nous et qu'il faut, faut représenter l'île, quoi. Si le Polynésien veut être le roi sur sa vague, c'est ici à Cap-Breton que tout redémarre pour lui. Le compte à rebours est lancé. Pour notre rubrique à 360, découverte de l'une des disciplines spectaculaires du kitesurf. Il s'agit du strapless freestyle. Notre guide, c'est le Hollandais Pablo Basile. Salut à tous, donc moi c'est Pablo Basile, je vis dans les Landes à Seignos, donc j'ai 23 ans, je suis prof de kite et ma discipline favorite en kitesurf c'est le strapless freestyle. Et l'hiver je fuis un peu le froid, je viens me réchauffer dans les Caraïbes, notamment en Guadeloupe. Allez, c'est parti pour une petite session de strapless. Donc une planche qui se présente sans full strap. Donc comme vous pouvez voir, mes pieds ne sont pas accrochés à la planche. Donc ce qui fait que je vais tenir sur la planche, c'est uniquement la pression que je mets sur les talons et la résistance qu'on a sous l'eau. Et après, il y a différentes façons de faire des jibes. On peut pousser un peu plus, par exemple avec une main dans l'eau. Hop, on vient tourner tranquillement. Vous allez voir, je vais faire ce qu'on appelle un air reverse. Donc le air reverse, c'est un 360. Donc là, je vais me remettre en toe side en faisant un petit jibe, bien pousser la main dans l'eau. Hop. Ça, c'est juste un petit aérial. Et là, on va faire un 360. Et on fait demi-tour. Petit virement de bord, comme on a vu tout à l'heure. Allez, on se refait un petit ici sur la petite vague. Regardez, petit aérial. Hop. Là, il s'agit juste de tourner. On peut faire aussi des petits rollers sur les vagues. On vient pousser et ça repart. On va faire un petit front. On va essayer de viser juste au-dessus de la bouée. C'est parti. Hop là, on peut s'amuser vraiment à faire un peu ce qu'on veut. Hop, je débrille mes lignes parce que ça tourne au milieu. On va se faire juste un petit air backside. Alors air backside, il s'agit de prendre un clapot et de plaquer le dessous de la planche face au vent. Vous voyez, c'est pas très dur, c'est là vraiment la figure basique. Hop, et j'amène l'arrière de la planche face au vent. Ok. Allez, on va se refaire un air reverse au-dessus de la bouée là-bas, parce que c'est très sympa. C'est parti. Hop, petit aérial. Voilà, alors je repère un petit clapot, je viens chercher ma vitesse, je vise avec une main. Ici je vise. Et là quand je le sens, j'envoie. Hop, non grabé, petit 360. Et on vient repartir. Après on peut aussi envoyer des grandes courbes. Hein. On peut pousser fort, une main dans l'eau. Ce qu'on appelle un layback sur une vague. C'est assez sympa.
C'est la fin de cette All Atout. Merci d'avoir suivi cette émission mise en image et réalisée par Olivier Prax, montée par Christophe Varonne. On se retrouve tout l'été avec les meilleurs moments de cette saison. D'ici là, portez-vous bien, surfez bien et profitez de la vie.